Bonjour tout le monde et bon retour. On est mercredi. Alors, joyeux mercredi à vous et aussi joyeux mercredi à 5 avions russes. Nous parlons du Sukhoi 30. Nous parlons du Sukhoi 24 car ces 5 avions étaient stationnés à la base aérienne de Saki près de Nova Federivka, ville de Crimée, Crimée occupée sur la côte de la mer Noire. En ce moment, cette région est très prisée par le tourisme. Parce que tout le monde en Russie, presque depuis l'époque tsariste, va en Crimée. Et ils vont aussi à Federivka et Nova Federivka pour leurs vacances d'été. Mais il y a aussi la base aérienne militaire de Saki qui s'y trouve, et vous pouvez la voir juste à l'écran sur la carte satellite en ce moment. Et il était tout à fait naturel qu'il y ait eu des avions de chasse ici il y a 2 jours, lorsque le service de sécurité d'Ukraine Alpha a envoyé ses drones visiter l'endroit, et livré quelques cadeaux et surprises. Qu'est-il donc arrivé à ces 5 avions de chasse ? Le service de sécurité d'Ukraine affirme avoir mené avec succès une frappe de drone sur la base aérienne russe de Saki, en Crimée occupée, la nuit dernière, endommageant ou détruisant 5 avions militaires russes. En conséquence, un Sukhoi 30 SM aurait été détruit. Un autre endommagé, ainsi que 3 Sukhoi 24. Des habitants ont signalé une attaque de drone sur la Crimée pendant la nuit, mais il n'y a pas encore de confirmation visuelle. Nous devrons attendre les mises à jour des images satellites. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo à vous montrer. Mais le groupe Alpha du service de sécurité d'Ukraine en Ukraine est l'une des forces spéciales les plus élites du pays. Pourquoi est-ce que je le sais ? Parce que je leur ai rendu visite, je crois, 6 ou 7 fois maintenant. Et pourquoi est-ce que c'est lié ? Eh bien parce que ce type ici, sur la couverture de mon livre, est un chef d'une des unités du groupe Alpha et c'est un ami personnel à moi. Et j'ai livré des centaines de drones à ce groupe avec ton aide et ils m'ont donné ce Alpha. Donc ça vient d'eux et ce sont eux qui ont envoyé les drones à la base aérienne de Saki pour détruire ou endommager ces 5 avions russes. Ce qui est bien, je dois dire, très bien. Cette prochaine histoire, je n'y croirais pas s'il n'y avait pas de vidéo à ce sujet. Et honnêtement, ça n'est arrivé qu'en Russie. Des soldats russes, on en coûte précédemment échangés lors d'un échange de prisonniers, ont de nouveau été capturés par les forces de défense ukrainiennes. Donc oui, vous avez bien entendu. Ces soldats qui sont maintenant capturés ont déjà été capturés une 2e fois. Ils avaient été capturés, relâchés lors d'un échange de prisonniers, puis recapturés. Regardons une vidéo, ce gars dans la vidéo est un soldat russe, il s'appelle Saktagai Shagadeduba, donc cela signifie qu'il fait partie d'eux. C'est un soldat venant de l'un des oblasts ou républiques les plus pauvres de Russie. Il n'est pas ethniquement russe, il est Touvan, tu sais, depuis l'époque de la Horde d'Or et de Gengis. Khan était le plus grand empire que ce monde ait jamais connu, et il faisait partie des terres d'origine de cet empire mongol. La République de Touva, autrefois peuplée de grands soldats, est aujourd'hui l'une des régions les plus pauvres de Russie. Je veux regarder cette vidéo avec toi parce que ces histoires simples sont incroyables et elles décrivent comment les Russes les considèrent vraiment comme de la chair à canon. Ils les ont échangés de retour en Russie juste pour les utiliser à nouveau comme chair à canon. Sergei Mikhailovitch, je suis né le 31 janvier 1995. Merde, ce type a presque le même âge que moi. J'ai signé le contrat le 10 décembre 2024. Au fait, remarquez son accent touvain très prononcé quand il parle russe. J'étais dans le 83e régiment, j'ai été capturé le 15 janvier 2025, puis le 20 juin j'ai été échangé. En 2025, après l'échange, ils m'ont conduit à Moscou. Il parle maintenant pour la première fois de l'échange de prisonniers, qu'il a été prisonnier de guerre, puis échangé et renvoyé en Russie, puis les Russes l'ont emmené à Moscou. À Moscou, j'ai été incarcéré pendant 14 jours, donc effectivement emprisonné. Et ensuite, j'ai été renvoyé au 80e régiment, maintenant le 82e régiment. Une fois de plus capturé, il a été emmené après l'échange de prisonniers. Ils l'ont enfermé pendant 2 semaines, puis ils l'ont renvoyé directement au front, et maintenant il a de nouveau été capturé. Et c'est pareil pour ce gars, je vais vous faire gagner du temps.
Il est né le 14 février 2004, donc il est vraiment très jeune. Donc il a de nouveau été capturé avec la 82e brigade. Il a été capturé par les Ukrainiens, puis renvoyé en Russie, puis interrogé, puis emprisonné en Russie, et ensuite envoyé immédiatement à l'assaut de la chair à canon, donc tué de la chair à canon, et tué retraité encore et encore. Dans l'armée russe, ils te considèrent vraiment comme un consommable, ce que tu es dans l'armée russe. Je vois déjà qu'aujourd'hui c'est une journée à histoire, c'est le mercredi des histoires. Parce que maintenant, je vous apporte une femme russe qui nous raconte une histoire sur sa vie et sur toute la Russie. Et je veux juste la regarder avec vous. Tout d'abord, quel âge pensez-vous que cette femme a d'après vous? Si vous pensiez qu'elle a 27 ans, c'est parce qu'elle a 27 ans, mais elle en paraît environ 30, non? C'est une personnalité particulière. Son mari est à la guerre, il part pour l'opération militaire spéciale. J'enregistre nos enfants sous son nom et nous sommes ce qu'on appelle un couple heureux. Ensuite, je reçois un paiement unique de 5 millions de roubles. Anastasia Dugovna Pupchikov, merci. Chaque mois, je reçois aussi environ 200 à 300 000 roubles. En parlant de son mari, avec qui elle est, je pense, mariée, envoyée à la guerre. Calculez à quel point c'est un bénéfice fou. J'ai des avantages pour la maternelle et l'école, les avantages scolaires. Je recevrai des paiements mensuels. En tant qu'épouse d'un militaire, elle est vraiment fière de cet argent. Merde, on va bien vivre, on ira même en vacances à la mer. Elle parle de la Crimée, tu sais, Nova Fedovka ou Malte. Merde, tu sais pourquoi? Mes enfants vont partout en Abkhazie, territoire géorgien. Les enfants voyagent tantôt en Abkhazie, tantôt chez une autre fille. Ou à Anapa, car on a envoyé de l'argent à une fille. Et puis ils vont le tuer là-bas, tu sais, son mari en Ukraine, et ensuite peut-être qu'on achètera une maison. Je ne sais pas, parce que quand il meurt, elle reçoit beaucoup d'argent à sa mort. Et elle rit. Parce que c'est comme, oui, quand mon mari mourra, je pourrai m'offrir une maison. Sympa, je ne sais pas si on achètera une maison ou pas, mais le truc c'est que c'est la Russie. Cela illustre parfaitement comment fonctionnent les relations familiales en Russie en ce moment, avec la guerre en toile de fond, et ce qu'est la culture russe. Les épouses reçoivent beaucoup d'argent quand les hommes meurent, non. Donc elles ont toutes les raisons d'envoyer les hommes mourir. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais elles n'aiment pas vraiment leurs hommes. Elles veulent juste qu'ils meurent pour toucher de l'argent. Voilà. C'est très difficile pour moi de comprendre, surtout en tant qu'homme marié, mais c'est comme ça. Juste pour illustrer, juste pour vous montrer comment sont les choses en Russie, les valeurs familiales dont il parle. Parler de la famille, vous savez de qui la mère a été récompensée. Tu as raison, je suis sûr que tu as deviné. C'est la mère de Kadyrov, pour une raison quelconque. Le gouverneur du district occupé de Kherson a décidé de récompenser la maman de Kadyrov pour sa coopération militaire. Renforcer la coopération militaire. La seule façon dont la maman de Kadyrov a renforcé la coopération militaire entre Kherson occupée et la Tchétchénie, c'est parce qu'elle a donné naissance à Kadyrov. C'est la seule raison. Mais voilà, et regarde l'expression. Il y a des militaires présents juste ici. Regarde ça. Tout le monde est là, ils ont ces barbes touffues et tout. Toutes les troupes TikTok sont présentes. Ils filment tout ça, ils remettent le prix à la maman. Et regarde à quoi elle ressemble. Elle fait « Ah, regarde ce visage !» Le visage de la gratitude, de la fierté et du bonheur. Quelle est cette expression? Nous n'avons pas cette expression en Estonie. Je pense que c'est une expression très russe ou tchétchène. Maintenant, mes amis, avec ce qui suit, je suis ici pour dénoncer Cole. Même avant de le montrer, je suis ici pour dénoncer la panique et la fausse information, la désinformation. Il y a eu en Biélorussie des signalements de BTR, à Gomel en particulier, des signalements de BTR avec des carrés rouges.
Regardons la vidéo. Ne faites pas attention au type avec le t-shirt de parachutiste. Donc oui, des carrés rouges, et l'officier porte des brassards rouges et tout le reste. Et les gens disent « Oh, ces BTR et ce groupe de l'armée vont envahir l'Ukraine par le nord. » Et les Russes partagent cette armée biélorusse, partagent cette information parce qu'ils veulent renforcer la panique, renforcer cette désinformation. Je suis ici pour l'affirmer, j'en suis sûr à 100%. La Russie et la Biélorussie réunies, elles n'ont aucune force supplémentaire pour lancer une nouvelle invasion. Ou un nouveau front, un front totalement nouveau depuis le nord de l'Ukraine ou n'importe où ailleurs. La Russie parvient à peine à tenir le front et à avancer dans certaines zones, très lentement, même lorsqu'ils mettent tout en œuvre. Il n'y a pas là-bas des dizaines de milliers d'hommes capables de lancer cette nouvelle invasion, il n'y a pas non plus les équipements nécessaires sur place. Des centaines, voire des milliers de BTR, de véhicules blindés de transport de troupes et de chars sont absents. La majeure partie de la frontière nord de l'Ukraine est constituée de forêts denses et de marécages. D'autres parties sont densément minées, avec des fossés anti-chars et des lignes défensives défendues par les gardes frontières ukrainiens, les unités de garde frontières. Ce que je dis ici, je le simplifie simplement. Il n'y aura pas d'invasion depuis la Biélorussie vers le nord de l'Ukraine parce qu'il n'y a pas la capacité pour cela. S'ils font ça, ils seront immédiatement détruits. Parce que les unités qu'ils ont, russes et biélorusses réunies, sont assez petites pour que les unités frontalières ukrainiennes puissent les gérer en moins d'une semaine. Voilà, c'est la vérité. Donc si on voit ces carrés rouges sur ces BTR à eau miel en Biélorussie, peu importe ce qu'ils sont, ils n'envahiront pas l'Ukraine par le nord. Mais tu sais quelle saison il fait en Russie ? Je voulais dire que c'est la saison des mégots jetés n'importe où, mais en fait c'est la saison des inondations. C'est vrai, c'est différent. Il y a des saisons en Russie où il y a de très fortes pluies, une chaleur très intense dans certaines régions, y compris dans la région de Moscou d'ailleurs. Mais en ce moment précisément, ce sont de grosses pluies tôt d'été et des inondations, des coulées de boue et des inondations de débris. Et comme la Russie n'entretient pas vraiment ses infrastructures, on parle aussi ici des ponts. Ce sont principalement des ponts soviétiques qui ont 50, 60, 70 ans, et si une énorme inondation se produit à côté du pont, voilà ce qui se passe. Regardons la vidéo. Ce n'est pas un cas isolé. Cela se produit des dizaines de fois chaque année, comme cet exemple le montre. Les ponts sont détruits et ils ne sont pas restaurés. Les infrastructures russes s'effondrent partout en Russie parce qu'elles datent généralement de l'époque soviétique. Et ce pont dort avec les poissons, il est parti, maintenant. Un pont plus solide aurait pu résister à cette inondation, mais celui-ci n'a pas pu parce qu'il n'est pas entretenu. Il est très vieux et il date de l'époque soviétique, donc il est mal construit. Pour illustrer cela encore davantage, voici une autre inondation. Ce pont qui semble récent n'est pas détruit, on peut voir son ampleur. Cela se produit également en Amérique et au Canada. C'est à côté de grands fleuves et de montagnes, les coulées de boue et les crues soudaines, ça arrive. Le fait est que si vous investissez beaucoup d'argent dans vos infrastructures et vos ponts, et si vous les construisez en conséquence, ils résisteront à cela. Mais en Russie, ce genre de choses arrive. Ils détruisent simplement tout sur leur passage. Juste pour que vous sachiez ce qui se passe en Russie. Maintenant, mes amis, nous allons regarder une vidéo sombre. Ça vous donne vraiment une ambiance lugubre. C'est un soldat russe qui conduit sur la ligne de front avec sa moto. Franchement, ça dégage une atmosphère extrêmement déprimante, comme une ambiance mortifère. Allez, observons ça de plus près. Comme si tu étais seul, complètement seul. Tes camarades y sont partis. Tu fais partie d'un assaut de chair à canon. Tout ce que tu as, c'est cette moto. Tu ne peux ni reculer à cause des troupes de barrage qui te tireront dessus, ni avancer, ni te rendre car ils te renverront en échange. Tu seras renvoyé dans les assauts sacrificiels. Tu dois simplement conduire sans cesse. Peut-être que tu n'as plus de munitions, d'eau ni de nourriture. Tu conduis, tu vois tes camarades morts. Tu fais un virage serré à gauche et tu vois une rangée de mines anti-chars avec les détonateurs en place. Il n'y a que 5 cm qui te séparent de finir sous les tournesols. Là, je dois préciser si tu sais ce que ça fait. Une moto tout-terrain plus un homme, un fantassin avec son équipement. Ça fait dans les 200-300 kilos peut-être.
Est-ce que ça, 300 kilos, je pense que ce serait suffisant pour déclencher cette mine? Non. Quelle est la limite de poids? Je sais qu'une personne de 100 kilos ne peut pas la déclencher, même en sautant dessus. Mais qu'en est-il de la moto tout-terrain? Plus un homme, plus l'équipement, est-ce que ça peut la déclencher? Il frôle presque les mines, puis continue de rouler encore et encore, sans jamais s'arrêter. Une autre unité détruite ici. Tu conduis encore et encore, tu n'as pas de but, pas d'objectif, nulle part où aller. Alors tout est détruit et personne ne t'attend à ton retour. Tout le monde veut te tuer, du côté ukrainien. Tu conduis encore et encore, jusqu'à ce que le drone te trouve et que tu partes. Mes amis, si vous venez d'Angleterre, vous avez forcément grandi avec les histoires du Blitz, où les Allemands envoyèrent des bombardiers, mais aussi des fusées V1 et V2, et j'ai regardé les statistiques. L'Allemagne a produit environ 10 000 bombes volantes, 20 et environ 4 000 à 5 000 fusées V2. La V2 était supersonique, elle arrivait silencieusement, puis tout explosait. La 20 était très bruyante, et la 20 qu'ils envoyèrent principalement à Londres, des milliers d'exemplaires ressemblaient à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ce sont des drones Shahad. Ils frappent presque toujours des civils, des infrastructures civiles, des immeubles résidentiels, des infrastructures électriques et hydrauliques. Ils sont là pour civiliser la population civile ukrainienne. Tout comme Hitler, dans sa colère impuissante, voulait simplement détruire la belle ville de Londres. Aucune cible militaire. Il a simplement bombardé la ville avec un total de 10 000 bombes volantes, V1 et V2 ou armes de terreur. Wundravata, peu importe le nom qu'on lui donne, ça ne change rien. La Russie envoie quotidiennement des dizaines, voire des centaines de drones Shahad. Ils avancent un par un à la file indienne. C'est très similaire au Blitz si vous avez grandi avec ces histoires en Angleterre. L'Ukraine vit en ce moment ce que vos grands-pères, vos pères et mères ont vécu dans les années 40. En ce moment, cela se passe en Ukraine, mes amis. Mais je pense que c'est le bon moment pour remercier Bamiakov, membre mensuel. Mais je ne peux pas dire membre parce qu'il n'y a en fait qu'un seul nouveau membre, puisqu'il n'y en a qu'un qui a rejoint. Pour modifier cela, cliquez sur le lien en description et abonnez-vous au forfait mensuel sur Bamiakov. Je vais écorcher ton nom, mais ce gore qui s'est inscrit, je suis content que tu l'aies fait. Roberto Meia, alias Guberticus, merci beaucoup. Comme je n'ai pas d'autres membres pour le moment, je vais juste vous montrer le livre. Comme je l'ai mentionné, avec le groupe Alpha qui a détruit ou endommagé 5 avions russes, voici l'un des commandants de l'unité, mon ami personnel. Beaucoup d'histoires sur le groupe Alpha et sur la façon dont vous les avez personnellement aidés avec vos dons, parce que c'est moi qui ai livré ces drones. Allez chercher le livre. Le lien est dans la description ci-dessous. Vous pouvez aussi le voir sur la page d'accueil. Il arrivera vite chez vous car il est déjà en Amérique. Maintenant, mes amis, je vais consacrer pas mal de temps à cette histoire parce que je l'ai ignorée pendant un certain temps, mais elle est devenue tellement importante que je dois en parler. Commençons par regarder cette vidéo de présentation, puis je l'ouvrirai pour vous. Regardons-la. Pouvez-vous imaginer une mégapole européenne sans accès à l'eau courante? Pourtant, c'est ce que la Russie a fait à Donetsk. Autrefois un centre économique et culturel prospère avec près d'1 million d'habitants, c'est aujourd'hui une ville mourante. Pouvez-vous imaginer si vous viviez en Europe, en Amérique ou en Australie? Imaginez une ville d'1 million d'habitants sans eau. C'est difficile à concevoir, n'est-ce pas? Pourtant, de nombreuses habitants de villes sont dans cette situation. Pas d'eau au robinet, pas d'eau dans les toilettes, les douches, rien. Juste ces flaques d'eau dans la rue. Maintenant, même ceux qui sont partis ont du mal à survivre. L'eau ne coule des robinets qu'une fois tous les 3 jours, pendant quelques heures. Les gens font la queue pendant des heures avec des bidons et des bouteilles pour la récupérer. L'eau est sale et impropre à la consommation. La Russie essaie de présenter la ville comme florissante, mais ce n'est pas vrai. Alors pourquoi cette eau est-elle aussi sale? Elle arrive une fois tous les 3 jours par les robinets. Eh bien parce que Donetsk a toujours été, depuis les débuts de l'époque soviétique jusqu'à aujourd'hui, une très grande région minière de charbon. C'est toujours le cas, il y a encore ces mines, mais elles ne sont pas actives en ce moment, parce que l'occupation russe a pratiquement volé tout l'équipement et l'a vendu comme ferraille. Je ne plaisante pas.
Maintenant, ces kilomètres souterrains dans le bassin du Donetsk sont d'immenses cavités souterraines. Il y a des rivières souterraines dans cette même zone, d'où toute l'eau était pompée pour les habitants. Il y avait de l'eau courante à la surface, c'était super. Les mines ont été constamment asséchées par pompage pendant leur fonctionnement au cours des 70 à 80 dernières années. Mais maintenant, lorsque les Russes ont occupé Donetsk en 2014, ils ont vendu tout le matériel de pompage et d'extraction comme ferraille ou l'ont volé pour l'emmener en Russie. Ce qui signifie que toutes les mines ont été inondées. Ces rivières souterraines et cette eau souterraine, qui était en propre, ont inondé les mines. Et les mines contenaient beaucoup de limon, d'oxyde de fer et de poussière de charbon qui se sont retrouvés dans l'eau. Ce qui fait maintenant partie du système de rivières souterraines, qui fait partie du système d'eau potable de la ville de Donetsk, qui compte 1 million d'habitants. Et maintenant, parce que les Russes n'entretiennent plus leurs infrastructures, notamment ils ne pompent plus l'eau des mines, car il n'y a plus de pompe. Cette eau provient des mines, principalement des mines de Donetsk. C'est un peu comme les mines de la Moria dans Le Seigneur des Anneaux, ou quelque chose comme ça. C'est sombre, c'est poussiéreux, c'est vieux, et ces orques occupent cette ville, et tu obtiens cette eau sombre d'orques. C'est vraiment mauvais. Voilà l'histoire pour toi. Pourquoi Donetsk n'a pas d'eau en ce moment ? Parce que les Russes n'ont jamais entretenu les installations souterraines d'eau et les mines de Donetsk depuis qu'ils ont occupé la région en 2014. Il n'a fallu que 10 ans pour que cela arrive, pour qu'1 million de villes et cités perdent complètement leur eau courante. Et 1 million de personnes, c'est une catastrophe. C'est difficile de décrire à quel point c'est horrible, parce qu'à Donetsk, les températures se montent jusqu'à 40 degrés en Celsius en été. Alors, qu'est-ce que la Russie fait ? Je veux dire, ils ne font pas vraiment ça, mais ils doivent transporter de l'eau dans cette ville parce qu'ils ont provoqué cette catastrophe environnementale, avec l'absence d'eau dans cette immense région. Ils doivent la transporter avec des citernes, c'est évident, ils n'en ont pas assez. Cette eau suffit à peine pour 1 ou 2 jours pour toute la ville. C'est insuffisant. Il y a une quantité folle de vidéos de gens qui récupèrent l'eau des flaques. S'il pleut, tu peux récupérer l'eau de pluie. Mais il ne pleut pas longtemps en été. Parfois, et il fait genre 40 degrés Celsius, je ne sais pas combien ça fait en Fahrenheit, peut-être 100 degrés, et pas d'eau nulle part. Tu la récupères donc dans les flaques. Si tu la fais bouillir, tu peux au moins la boire si tu as un filtre. Les gens souffrent vraiment, et je ne plaisante pas, ils meurent. Des civils meurent à cause de ça parce qu'il n'y a pas d'eau. Tout le monde fait la queue pour en avoir. Ils achètent ces gros bidons parce que l'eau du robinet ne fonctionne pas. Elle ne coule pas. Il faut la prendre où on peut, dans les flaques, la pluie, partout, alors on achète ces bidons. Certains conteneurs ont du carburant sec auparavant. On les achète malgré tout. Sinon tu meurs, tu dois faire ça. Mais c'est une catastrophe économique. Ici encore, ils distribuent ces zigambus de l'eau aux gens qui font la queue comme des chiens enragés. Ils se bousculent, et il y a des retraités. Ils se bousculent à cette petite porte pour avoir de l'eau, pour obtenir quelque chose. L'ampleur de cette catastrophe est énorme. La ville prospérait en 2014 et auparavant, c'était un centre culturel du Donetsk. Donetsk, la ville du colosse, n'est-ce pas ? Et maintenant, c'est une ville mourante, vraiment, les mines de la Moria. Mais ce n'est pas seulement Donetsk. Si on élargit le sujet, le même problème existe sur le front. Comme je l'ai mentionné, les soldats russes y sont considérés comme jetables. Alors pourquoi les nourrir et leur donner de l'eau à boire s'ils vont mourir dans 3 jours sur le front ? En général, ils boivent encore l'eau des flaques, parfois bouillie pour la nettoyer, parfois non, et ensuite ils attrapent des maladies. La diarrhée, ce qui arrive très souvent sur le front, en fait. Mais de toute façon, on meurt en quelques semaines. Alors pourquoi transporter beaucoup d'eau, qui est très difficile à transporter ? Cela nécessite des machines parce que l'eau est lourde et les machines seront détruites. Donc généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient d'utiliser des motos pour ça, comme vous pouvez le voir ici. De l'eau sur la moto, comme si la construction était faite autour. Quelques pommes de terre, oignons et autre chose. Je ne sais pas, c'est peut-être de la bière, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'ils font, les soldats russes sur le front. Ils ont soif, très soif, parce qu'il fait incroyablement chaud et sec pendant la saison estivale, et il n'y a